Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une affaire qui, à mon sens, laisse un petit peu planer le mystère. Et cette affaire, c'est celle de Samira Frache. Pose tes grosses ou tes petites fesses, et bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Le 22 février 2014, Gérald Garner, l'homme à tout faire, s'est rendu au domicile de ses employeurs, Adam et Samira Frache. Une fois arrivé dans la véranda, il y a découvert une scène d'horreur. 911, what's the address of the emergency? Ma'am, can I get an officer out here in Golden Eagle at 8374 Inverness Drive? It's a lady laying in the pool in her backyard in her pool. She dead. Une de ses sandales se trouvait à l'entrée de la piscine avec le tuyau d'arrosage par-dessus et l'autre côté de la sandale se trouvait au fond du bassin. Samira était nue et son peignoir aux imprimés léopard a été retrouvé sur le bord de la piscine. La ceinture de son peignoir se trouvait encore autour de sa poitrine. Tous les éléments retrouvés autour de la piscine laissent penser qu'il s'agissait d'un accident, que Samira aurait trébuché à cause du tuyau d'arrosage et qu'elle se serait noyée dans la piscine. Et en effet, selon ses proches, elle ne savait pas nager. Du coup, la thèse de l'accident semble plutôt logique. Mais cependant, pendant son appel au 911, Gérald Garner a dit quelque chose de curieux à l'opératrice téléphonique. We're good, but you said she's completely gone? Yeah, she dead. She drowned. Somebody had to kill her. All right, well, we've got somebody in right out there waiting. Okay, I just need you to stay right there. Donc quelqu'un aurait tué Samira Frache. Mais qui? Est-ce qu'elle avait des ennemis? Qui aurait pu lui en vouloir au point de vouloir la tuer? Et est-ce qu'on ne devrait pas soupçonner Gérald Garner qui, comme par hasard, a découvert le corps? Samira Mboti-Zafi est née le 1er décembre 1975 à Madagascar. Elle a habité pendant plusieurs années en France et plus précisément à Paris où elle y était top modèle. Et c'est d'ailleurs lors de la Fashion Week de 2006 qu'elle a fait la rencontre d'Adam Frache, un riche podologue qui habitait en Floride. À la période de leur rencontre, Adam était toujours légalement marié à Tracy Elinor, son ex-femme, mais il était en instance de divorce. Samira et Adam se sont alors très vite fréquentés et ça a été le coup de foudre. Si bien qu'en 2009, soit 3 ans après leur rencontre, ils se sont envolés à Las Vegas pour se marier. Ils ont pendant un moment dû vivre une relation à distance, tout simplement parce que Samira était une citoyenne française et qu'elle devait obtenir son visa avant de pouvoir habiter avec Adam aux États-Unis. Mais le couple a vite été réuni et en 2011, ils ont donné naissance à leur première fille, Aera. 2 ans plus tard, donc en 2013, ils ont donné naissance à Skyna. Et je pense que pour cette affaire, il est important de mentionner le train de vie luxueux qu'avait la famille Frache et aussi de parler un petit peu des ambitions de Samira. Samira voulait par exemple que ses enfants deviennent des stars et elle a commencé dès la naissance d'Aera. Elle avait engagé un photographe pour faire des shootings professionnels de sa fille, elle a même créé une marque de vêtements à son nom, ainsi qu'une page Facebook. Samira dépensait sans compter dans des vêtements pour bébés de luxe et dans des poussettes hors de prix. Elle s'est aussi mise à voyager avec sa fille Aera et elle a trimballé un petit peu partout dans la rue, un peu pour l'exposer, parce qu'elle voulait vraiment que sa fille soit connue aux yeux de tous. Le but de Samira, c'était de se créer un empire à l'aide de ses filles en prenant exemple sur la famille Kardashian. Pour ceux qui ne connaissent pas la famille Kardashian, en résumé, c'est une très riche famille de Los Angeles et qui fait majoritairement son argent grâce aux réseaux sociaux et aussi grâce aux shows télé qu'ils ont eu. Donc c'est un show de télé-réalité où ils filment leur vie, tout simplement. Donc Samira voulait s'inspirer de ça et avoir même son propre show avec ses filles. To all this noise. Baby's hard. Yeah.
Adam, du coup, qui était la source financière de la famille, cédait à toutes les demandes de Samira. Il n'avait aucune limite financière, si bien que pour les 1 an d'Aïra, ils ont organisé une fête, mais une majestueuse fête qui a dû coûter des centaines de milliers de dollars. À cette fête, il y avait une danseuse du ventre, il y avait des hôtes habillés sur le thème de l'Égypte. Tout ça pour fêter les 1 an d'une petite fille qui a probablement plus aucun souvenir de cette fête. Donc en plus de vouloir pousser les choses pour que ces filles deviennent célèbres, Samira, elle aussi, essayait de devenir célèbre et s'intéressait beaucoup à la musique. Et elle avait réalisé plusieurs chansons avec des clips vidéo. Et à chaque fois, c'est Adam qui payait pour la réalisation de tout. Mais ne vous méprenez pas, Samira n'était pas la seule à voir toutes les choses en grand et à vouloir dépenser de l'argent à outrance, puisque Adam avait lui aussi ses petits péchés mignons, et pas des moindres. Au total, il possédait 81 voitures, et il en va de soi qu'on ne parle pas de petites Twingo, mais bien évidemment de grosses voitures de sport et de gros SUV. Petit disclaimer, je ne cherche pas à faire de la peine aux propriétaires de Twingo ou à décrédibiliser les personnes qui roulent en Twingo. En plus de cette passion pour les voitures de luxe, Adam avait un très gros faible pour les stripteaseuses et avait été de nombreuses fois infidèle à Samira. Et d'ailleurs, petite anecdote, lorsque le couple était séparé par la distance au moment où Samira attendait son visa pour pouvoir entrer aux États-Unis, Adam en a profité pour avoir une relation extra-conjugale avec Martha Moore, avec qui il a eu un enfant. Quand Samira a appris ça, elle a été dévastée et elle voulait divorcer d'Adam. Finalement, elle s'est raisonnée et elle a décidé de rester avec lui et de le rejoindre aux États-Unis, comme c'était prévu. Samira et Adam vivaient dans le quartier de Golden Eagle, donc qui est un lotissement sécurisé par un gardien et des barrières de sécurité. Et leur maison était bien à l'image du train de vie qu'ils avaient. Elle regorgeait de meubles de luxe, d'objets de très grande valeur. Il y avait même des animaux empaillés. Donc le couple était très fortuné et en plus de posséder cette maison à Golden Eagle, il possédait également plusieurs biens immobiliers, notamment une villa à Panama City. Un détail important à connaître sur le couple Frash, c'est qu'au moment de la mort de Samira, ils étaient en instance de divorce. Samira en avait eu marre des infidélités d'Adam avec les stripteaseuses ou les nombreuses femmes qu'il rencontrait et elle avait décidé de demander le divorce. Au moment de sa mort, elle avait la garde des 2 filles et aussi la maison de Golden Eagle. Donc au final, la fabuleuse vie de la famille Frash n'était pas si fabuleuse que ça. Donc revenons à notre affaire. Gerald Garner arrive au domicile des Frash et retrouve le corps de Samira au fond de la piscine. Quand il a appelé le 911, il a déclaré que quelqu'un avait selon lui tué Samira, alors qu'au premier abord, la scène de crime ressemblait à un accident. À l'arrivée des policiers, donc quelques minutes après son appel aux urgences, Gerald va dire aux policiers « Il l'a tué, il l'a fait ». Et effectivement, après avoir passé quelques minutes sur la scène de crime, les policiers vont se rendre compte que la mort de Samira n'était sûrement pas un accident et que tout cela ressemblait à une mise en scène. L'autopsie va déterminer que Samira a reçu des coups aux 2 côtés de la tête et qu'elle était encore en vie lorsque son corps est arrivé dans l'eau. La cause de la mort est alors la noyade et il a été déterminé que les coups que Samira a reçus à la tête ont été suffisamment violents pour qu'elle puisse tomber dans l'eau inconsciente et ensuite se noyer dans la piscine. Les sandales appartenant à Samira et retrouvées sur la scène de crime avaient des lanières au talon, donc pour maintenir le pied. Donc il semblait vraiment illogique que les sandales ne soient pas restées au pied de Samira quand elle est tombée dans la piscine. Bon, je vous avoue, pour ce détail, on ne sait pas vraiment comment elle portait les sandales si jamais elle les avait au pied avant de tomber dans la piscine. Admettons qu'elle ait porté les sandales, mais qu'elle ait décidé de ne pas mettre les lanières. Peut-être qu'elle les a juste enfilées comme ça pour sortir dehors vite fait, et qu'effectivement, elle est tombée dans la piscine et que les sandales ont voltigé aux 2 extrémités du bassin. L'élément qui va vraiment écarter la thèse de l'accident, c'est le fait que Samira ait été retrouvée avec des blessures sur chaque côté de la tête. Ça annule carrément le scénario selon lequel elle aurait trébuché, elle se serait cognée et ensuite se serait noyée dans la piscine. Parce que quelle aurait été la probabilité pour qu'elle glisse, qu'elle se cogne ici et ensuite ici et qu'après elle tombe dans la piscine?
C'est un peu bizarre. Malheureusement, l'autopsie n'a pas permis de déterminer l'heure exacte de la mort de Samira. Il a seulement été établi que la mort serait survenue avant 11 h du matin, donc l'heure à laquelle Gerald Garner a découvert le corps, et on a également mentionné que le corps de Samira ne semblait pas être dans l'eau depuis longtemps au moment où les secours sont venus repêcher son corps. Elle n'avait par exemple pas les doigts fripés par l'eau. Après la découverte du corps de Samira, Kendall Lindsay, donc un ami d'Adam, l'a appelé afin de lui dire que des policiers étaient chez lui et que Samira était morte. À l'annonce de cette nouvelle, Adam a complètement fondu en larmes. À ce moment-là, il était parti dans la maison de Panama City avec Ira et Skyna. Quand Adam a été interrogé sur la mort de Samira, il a indiqué aux policiers qu'il avait quitté le domicile à 8 h ce matin-là avec ses filles et que quand il est parti, Samira était endormie. Et les caméras de surveillance vont venir confirmer les dires d'Adam Frash. Donc à première vue, Adam ne pouvait pas être responsable de la mort de Samira puisqu'il ne semblait pas être au domicile. Adam va alors tourner le regard des enquêteurs vers Gerald Garner en leur disant qu'il était peut-être responsable de quelque chose puisque Samira entretenait une relation extra-conjugale avec lui. Et d'ailleurs, Gerald Garner était déjà un peu suspecté par les enquêteurs parce que c'est lui qui avait découvert le corps, mais aussi parce que à la découverte du corps, il avait agi bizarrement. Quand l'opératrice téléphonique lui a demandé de porter secours à Samira, il a complètement refusé de le faire. Sir, is there any way you can jump in and get her? Ma'am, Is there any way you can jump in and get her? I probably can, but I prefer the officer to be here before I touch, because I don't know how long she been in there. Okay. All right, sir. You don't want, nobody wants to jump in and try and get her out? Well, ma'am, she been in there. I don't know how long. She completely gone, and I want y'all to come take pictures of it before I take her out. Okay. Les enquêteurs ont alors interrogé Gerald, mais également son jeune fils, qui se trouvait avec lui au moment où il a découvert le corps de Samira dans la piscine. Selon les interrogatoires, Gerald disait la vérité et il n'avait pas pu tuer Samira puisqu'il était bien arrivé au domicile à 11 h du matin. Et on a d'ailleurs les vidéosurveillances qui prouvent que ce qu'il dit est vrai. De plus, il a complètement nié avoir une quelconque relation intime avec Samira et a indiqué aux enquêteurs que c'était juste son amie. Jackie Watson, une amie proche de Samira, a également confirmé que Samira n'avait jamais eu de relation extra-conjugale avec Gerald Garner. Donc Gerald Garner a été écarté de la liste des suspects. Le deuxième suspect sur la liste, c'est Kendall Lindsay. Vous savez, l'ami qui a appelé Adam pour lui annoncer la mort de Samira. Et ce Kendall a été suspecté tout simplement parce qu'il n'appréciait absolument pas Samira. If it was me, they're gonna have to be looking for the killer because my hand will be still wrapped around her neck like that right there. And that's the truth. Mais pour le coup, Kendall avait un alibi vérifié pour le jour de la mort de Samira. Donc au final, cette liste s'est très vite réduite et on a commencé à se rendre compte que le seul suspect qui restait, c'était Adam Frash. Et effectivement, c'était la seule personne qui pouvait bénéficier de la mort de Samira. Pourquoi ? Premièrement, à cause de la procédure de divorce. Désolée du terme, mais financièrement, Samira était en passe de saigner Adam jusqu'à l'os. Il avait déjà obtenu la garde exclusive des deux filles et Adam n'était pas autorisé à faire quoi que ce soit avec les filles sans le demander à Samira d'abord. En plus de ça, elle avait obtenu le domicile de Golden Eagle, donc elle gardait la maison, qu'Adam payait gracieusement, et elle allait très probablement recevoir 2 énormes pensions alimentaires pour ses 2 filles. Donc tout cela allait devenir un gouffre financier pour Adam, et il aurait dû dire adieu à ses 81 voitures, mais aussi à ses stripteaseuses, puisqu'il dépensait une très grande part de son salaire dans ces 2 activités. Les enquêteurs ont aussi évoqué une assurance vie, donc qui était au nom de Samira et dont Adam était un des bénéficiaires, mais je pense que cet argument-là n'est pas trop valable dans le sens où il avait déjà beaucoup d'argent, donc je ne pense pas qu'il aurait tué Samira simplement pour une assurance vie. Parce qu'il faut bien préciser qu'en cas de décès de Samira, les premières bénéficiaires étaient ses filles. Donc c'est elles qui recevaient la plus grosse somme d'argent de la police d'assurance et Adam ne recevrait que $1 million.
1 million de dollars, je mets entre guillemets parce que c'est une très grosse somme d'argent, mais pour Adam, ça représente pratiquement rien, puisque le mec avait quand même 81 voitures, enfin voilà quoi. Donc grâce aux enquêteurs, on sait que Adam avait des raisons pour vouloir se débarrasser de Samira. Et en plus, il paraît que le couple était très toxique l'un pour l'autre. Donc ils avaient de très violentes disputes qui en venaient parfois aux mains, et un jour, une des disputes a même valu l'arrestation de Samira, juste 6 mois avant son décès. I don't want to, please. No, baby. Okay. No. I'll tell you, you put us next airplane. You're not staying here, Adam. Et ce qui a continué de mettre la puce à l'oreille aux enquêteurs sur Adam Fresh, c'est qu'il a continué à faire des déclarations de plus en plus étranges au sujet de Samira et de son couple. Commencer par dire qu'ils n'étaient pas séparés de Samira au moment de sa mort et qu'ils étaient en phase de se réconcilier et de ne plus divorcer. Il a dit qu'il a quitté le domicile le 22 février avec les filles parce que Samira lui aurait demandé de prendre les filles avec lui afin de la laisser respirer. Il va également déclarer aux enquêteurs que la veille de sa mort, Samira aurait bu 2 bouteilles de champagne entières avant d'aller dormir. Mais il y a plusieurs choses qui ne collent pas avec les déclarations d'Adam. Premièrement, Samira et lui étaient bel et bien séparés et bel et bien en train de divorcer. Et aussi, Adam n'avait pas la garde des 2 filles, donc il n'avait pas du tout l'autorisation de quitter le domicile avec elle. Adam n'avait même pas le droit d'accéder à la maison sans l'autorisation de Samira. Les proches de Samira ont été formels là-dessus et ont indiqué aux enquêteurs qu'elle n'aurait jamais, au grand jamais, laissé ses filles quitter le domicile avec Adam à cette période-là, et encore moins pour la laisser respirer. Tout simplement parce que Adam n'avait pas la garde et que Samira lui faisait vraiment la guerre pour ce divorce-là, mais aussi parce que ses filles représentaient toute sa vie. Vraiment, c'était ses petits bébés, ses petites poupées. Elle prenait vraiment un plaisir à s'occuper d'elles, à les pouponner. Donc, elle n'avait pas vraiment... C'était pas un fardeau, en fait, pour elle d'avoir ses filles. Donc, à aucun moment, elle n'aurait demandé à Adam de prendre ses filles pour la laisser respirer. Un autre détail qui a laissé entendre aux proches de Samira qu'elle n'avait pas donné son autorisation pour que les filles quittent le domicile avec Adam, c'est que quand les filles sont parties à 8 h avec leur père, eh bien elles étaient encore en pyjama. Ça va peut-être vous paraître bizarre comme détail, genre oui, ce sont des enfants, ils ont quitté la maison en pyjama, où est le drame? Il n'y a pas de drame, mais c'est juste que, connaissant Samira, et ses proches le savent très bien, elle n'aurait jamais laissé faire ça. N'oubliez pas, elle voulait absolument que ses filles deviennent des célébrités, et à chaque fois qu'elle sortait de la maison, les petites filles étaient pimpées de la tête aux pieds. Donc jamais, au grand jamais, elle n'aurait autorisé les filles à partir de la maison en pyjama. Et il y a un autre élément qui prouve que quelque chose ne colle pas avec les déclarations faites par Adam. Le rapport toxicologique de Samira a démontré qu'elle n'avait pas une seule goutte d'alcool dans son organisme et qu'Adam mentait à ce sujet. Étant donné que l'heure exacte de la mort de Samira n'avait pas pu être déterminée, il était fort probable qu'Adam ait pu tuer Samira avant de quitter le domicile à 8 h le 22 février. Pendant l'autopsie, on a retrouvé l'ADN d'Adam sous les ongles de Samira. Et cela correspondrait aux blessures de défense qui ont été retrouvées sur le corps d'Adam. Un autre détail qui a son importance, c'est que quand les policiers ont appelé Adam pour lui annoncer la mort de Samira, il leur a répondu quelque chose du genre: « Oh non, j'espère qu'elle n'est pas tombée dans la piscine en trébuchant, en essayant d'attraper Bella. Avec ses sandales bon marché, elle a dû trébucher, se cogner à la tête, puis se noyer, car elle ne sait pas nager. » Étrange. Bon, je vous avoue, il l'a pas dit sur ce ton-là. J'oubliais, pour la petite information, Bella, c'est le petit chien de la famille qui avait, selon Adam, l'habitude de s'échapper et de courir autour de la piscine. Forcément, la réflexion d'Adam a semblé très étrange aux enquêteurs. D'autant plus qu'à ce moment-là, les enquêteurs soupçonnaient déjà que la scène de crime avait été montée de toutes pièces. Et il y a un truc qui me fait rire avec Adam, c'est que il avait pas l'air très fut-fut. Tout est grossier avec lui. Le fait de dire « Ah bah j'espère qu'elle n'est pas tombée et qu'elle s'est pas noyée dans la piscine », c'est grossier, sachant que la scène de crime avait été mise en scène. Et il va faire aussi une autre boulette. Donc Kendall a appelé Adam bien avant que les policiers ne le fassent. Et après cet appel, Adam a eu la brillante idée d'appeler le téléphone portable de Samira et d'y laisser ce genre de message vocal. Hey babe, just wondering if you got up okay, and you said something about having Jay come over and help you with cleaning up and that. I know you wanted some time to yourself, but these babies are a lot of work. But
we'll make it here and get things squared away in Panama City and tell me what you want to do. If you want to come over here, if you're on Salvia, if you just want to be by yourself, let me know. But I love you, and it's all going to work out, baby. I love you. Samara, please turn on your phone. I need to know where you're at, what you're going and doing, and how you're upset, so let me know what's going on. Donc Adam, il va falloir nous expliquer. Pourquoi laisser ce genre de message vocal à ta femme alors que tu sais pertinemment qu'elle est déjà morte? Et d'ailleurs, cette même journée, avant de se rendre dans la maison de Panama City, Adam a été vu dans une banque dans laquelle il a demandé à retirer 5 000 $ en cash. Selon les enquêteurs, il avait retiré de son compte en banque autant d'argent tout simplement parce qu'il comptait prendre la fuite avec ses filles. C'est pour cela que les enquêteurs ont décidé de placer Adam en état d'arrestation, non pas pour le meurtre de Samira Frash, mais pour violation des règles concernant la garde de ses filles, puisqu'il a quitté le domicile avec elles alors qu'il n'en avait pas le droit. Avec cette arrestation, les enquêteurs avaient pour but de gagner du temps afin de recueillir plus de preuves contre Adam pour le meurtre de Samira. Ils savaient pertinemment qu'Adam avait beaucoup d'argent et ils ne voulaient pas qu'il prenne la fuite si jamais il le laissait en liberté le temps de l'enquête. Pour les enquêteurs et la procureure, il semblait clair et net qu'Adam ait tué Samira lors d'une altercation. Le sujet de la dispute entre Adam et Samira aurait été une sextape qui était en possession d'une des copines d'Adam. Samira aurait essayé de soutirer cette sextape afin de pouvoir l'utiliser contre Adam pendant le divorce. Et d'ailleurs, dès la soirée qui a précédé la mort de Samira, on pouvait sentir qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre les deux. Sur des caméras de surveillance, on voit Adam déposer Samira sur un parking afin qu'elle puisse récupérer son Hummer chez le garagiste. On va voir qu'Adam va essayer de s'approcher plusieurs fois de Samira pour lui parler, mais qu'à chaque fois, elle refuse, soit en bougeant la voiture ou en lui claquant la porte du véhicule au nez. Le jour du meurtre, Adam aurait frappé Samira violemment à la tête et aurait ensuite jeté son corps dans la piscine. Quand Samira est arrivée dans l'eau, elle était encore vivante, mais les coups qu'elle a reçus sur la tête étaient tellement violents qu'elle était inconsciente et qu'elle a fini par se noyer. Il a ensuite positionné les sandales de Samira ainsi que le tuyau d'arrosage pour faire croire à un accident et ensuite quitté le domicile à 8 h du matin pour se créer un alibi. De son côté, Adam explique qu'il n'a pas tué Samira. Il affirme d'ailleurs que tout allait très bien entre lui et Samira la veille de sa mort et qu'ils avaient même eu une relation sexuelle dans le salon et qu'ensuite ils étaient partis tous les deux se coucher dans la chambre à l'étage. Mais Dale Folsom, un des co-détenus d'Adam, va faire des déclarations qui pourraient directement l'incriminer. And they got into a physical fight? Yes, ma'am. And he said, what happened? He hit her in the head? For the club, golf club. And what happened after he hit her in the head with the golf club? She fell, and then he said he checked on her a little bit later and realized what had happened and said he didn't mean to kill her. And he got scared and ran, so. Adam aurait même demandé à Dale de se débarrasser des clubs de golf qui se trouvaient chez lui lorsque Dale aurait fini de purger sa peine de prison. Et en effet, l'ADN de Samira va être retrouvé sur le club de golf en question. Adam Frash va nier catégoriquement avoir confié quoi que ce soit à Dale Folsom, mis à part qu'il était un fan de golf. Et le problème, c'est que Dale était réputé pour être la balance des prisons. Il avait pour habitude de dénoncer ses co-détenus ou même des fois d'inventer des choses juste pour essayer de réduire ses peines de prison. De plus, le médecin légiste a affirmé que selon elle, Samira n'avait probablement pas été frappée avec un club de golf. Selon elle, si ça avait été le cas, le crâne de Samira se serait fracturé en deux et sa blessure aurait saigné. Or, aucun de ces deux éléments n'ont été retrouvés lors de l'autopsie. D'après le médecin légiste, Samira aurait été frappée avec un autre objet ou avec des poings. Et malgré les incohérences dans le récit de Dale et le fait qu'il soit un suspect douteux, il connaissait quand même des détails sur l'affaire qui n'avaient jamais été divulgués par les enquêteurs ou publié dans la presse. Au final, je ne sais pas trop quoi penser des déclarations de Dale Folsom. Mais après, est-ce que c'est suffisant pour penser qu'Adam est complètement innocent? Je ne pense pas. Adam affirme que le club de golf appartenait à Samira et que c'est pour cela qu'il y avait son ADN dessus. Selon Adam, toute l'histoire du club de golf est un coup monté. Let me explain the golf club thing. The golf club thing happened like a year and a half after Samira's death. This golf club mysteriously shows up in the house after my dad had put the house up for sale, cleared the whole thing out. Plus my dad, he's a golf nut and sports fanatic, so he would never have left a golf club in the house like that, just leaning up against a window. The investigators planted that golf club
I have proof of that. Un autre témoignage assez surprenant va venir semer le doute sur l'affaire. Matthew Christensen, un voisin d'Adam et Samira, a affirmé avoir vu une femme correspondant à la description de Samira dans l'allée des Fraches à 10h30 le matin de sa mort. I saw a woman, African American, tall, dark hair, thin. Si la personne que Matthew a vue était bien Samira Frache, cela voudrait dire qu'elle était toujours vivante à 10h30 et qu'Adam Frache n'avait pas pu commettre le meurtre puisqu'il se trouvait déjà à Panama City à cette heure-là. Seulement, une photo de Samira va être montrée à Matthew et il sera incapable de confirmer formellement que la personne qu'il a vue dans l'allée des Fraches, c'était bien Samira. Selon les enquêteurs, Matthew ne ment pas et il serait juste confus sur le jour où il aurait vu cette personne dans l'allée. Une autre piste va alors naître de ce témoignage et on va se demander si une des maîtresses d'Adam n'avait pas pu commettre le meurtre avec ou sans la complicité d'Adam. Ça pourrait justifier pourquoi Matthew Christensen a vu une femme correspondant à la description de Samira. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est qu'Adam Frache avait bel et bien un type de femme et toutes les maîtresses qu'il avait eues pouvaient être clairement confondues avec Samira. 3 d'entre elles vont être interrogées sur leur possible implication dans le meurtre de Samira Frache. D'abord, ils ont interrogé Shaquita. Ils ont ensuite interrogé Erika et ils vont aussi interroger Martha Moore, la femme avec qui Adam avait eu un enfant juste après s'être marié avec Samira. Après plusieurs semaines d'enquête et plusieurs interrogatoires, les enquêteurs ont déterminé qu'aucune de ces 3 femmes n'était impliquée dans la mort de Samira. Et le principal suspect qui revenait systématiquement, c'était Adam Frache. Mais les avocats d'Adam vont continuer à semer le doute. Tout d'abord en affirmant que, comme l'heure exacte de la mort de Samira n'avait pas pu être déterminée, il était impossible d'accuser Adam Frache puisque de toutes les façons, il avait quitté le domicile à 8h du matin. Premièrement parce que, selon l'autopsie et le premier constat des secours, le corps de Samira ne semblait pas être dans l'eau depuis très longtemps lorsqu'il a été repêché. Ses mains n'étaient pas fripées et son corps ne présentait aucun signe de rigidité cadavérique. Pour les avocats, il était impossible qu'Adam ait tué Samira avant 8h du matin et que le corps soit resté aussi longtemps dans l'eau et qu'une fois retrouvé à 11h, il soit retrouvé sans aucune trace. Donc pas de doigts fripés, pas de rigidité cadavérique, rien. Le principal argument, c'était que le corps de Samira avait été placé dans l'eau peu avant la découverte du corps, donc peu avant 11h, et que dans ce cas, il aurait été impossible qu'Adam Frache l'ait tué puisque dès 8h, il n'était plus au domicile du Golden Eagle. Mais ces arguments ont été démontés par la procureure qui a affirmé que l'eau de la piscine était complètement gelée et que ça avait aidé à la conservation du corps et que ça avait stoppé tout processus de décomposition. Pour se défendre, Adam Frache a écrit une lettre dans laquelle il a mentionné que les enquêteurs l'accusaient sans preuve. Et cela va peut-être vous surprendre, mais je suis à moitié d'accord avec ce que dit Adam. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de preuves qui le relient au meurtre de sa femme, mais c'est vrai qu'au niveau preuves matérielles, les trouvailles sont assez faibles. Par exemple, on n'a pas retrouvé d'arme de crime. Le médecin légiste est incapable de nous dire s'il s'agissait d'un objet, et si c'est un objet, lequel, ou s'il s'agissait vraiment de points. Aussi, le fait qu'on n'ait pas pu déterminer précisément l'heure de la mort, ça sème un peu le doute. On se dit, oui, c'est peut-être Adam qui l'a tué, mais en même temps, comme on n'est pas sûr de l'heure, peut-être que quand elle est morte, il était déjà à Panama City. Un autre détail que je ne vous ai pas encore donné, c'est que le peignoir aux imprimés léopard qui a été retrouvé au bord de la piscine a été analysé et on y a trouvé un ADN. Et cet ADN ne correspondait à aucun des suspects qui avaient été déjà interrogés pour cette affaire. Donc, ce n'était pas l'ADN de Gerald Gardner, ce n'était pas l'ADN de Kendall Lindsay, ce n'était pas non plus l'ADN des femmes qu'Adam avait fréquentées et qui avaient été interrogées. Et, grande surprise, il n'y avait même pas l'ADN d'Adam sur ce peignoir. Donc voilà, ce sont des éléments qui pour moi sèment le doute. Après, est-ce que ça me permettrait de dire qu'Adam est complètement innocent? Non. Au final, en 2017, soit 3 ans après la mort de Samira, Adam Frache a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Ira et Skyna, donc les 2 jeunes filles du couple, ont déménagé dans un autre état et c'est le frère d'Adam qui s'occupe d'elle. Et vous,
Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire de Samir Afrash? Est-ce que vous pensez qu'Adam est coupable et qu'il y a suffisamment de preuves contre lui, ou que les enquêteurs auraient dû creuser un petit peu plus et même approfondir les recherches sur l'ADN retrouvé sur le peignoir par exemple? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Je vous incite également à me suivre sur Instagram, tout simplement parce que c'est la plateforme sur laquelle je suis la plus active en fait. Vous pouvez clairement me parler en direct sur Instagram. C'est aussi là que je vais poster les informations sur ma chaîne, donc s'il y aura une vidéo ou non. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas Instagram, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de me suivre si vous n'avez pas envie, mais si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!